patrimoine par cette conférence de Anne Diesnis, désolé, avec Patrice Coderier, donc de l'association d'Onslo, qui vont vous parler de l'histoire du domaine de Maison Blanche. On vous laisse la parole et merci pour votre participation et l'introduction de cette journée. Merci beaucoup. Donc nous allons vous parler de Maison Blanche et de son histoire. Donc si on regarde attentivement cette carte, on va la porter beaucoup plus près de notre. Voilà. Vous la porter. Voilà, tout le monde la voit. Tout le monde veut bien voir la carte. Voilà, donc, tout le monde voit la Marne. Tout le monde voit, je ne vois pas Anne, parce que moi je vois la conférencière. Bon, tout le monde voit, vous voyez bien, la Marne, vous avez Neuilly-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, et entre les deux villes, vous n'avez rien. Et nous sommes en 1810 à peu près. Vous voyez, il n'y a rien entre Neuilly-sur-Marne, Nogent-sur-Marne et Gagny qui est ici. Voilà. Et donc il y avait quand même 3 châteaux. Donc tu as Maison Gaillot. À Gagny. À Gagny, 3 châteaux. Et en 1870, le château d'Avron a été démoli. Qui est donc sur les domaines de Neuilly-Plaisance. Il est là. Le château d'Avron. Donc là, vous parlez un petit peu du château de Neuilly qui a été construit par Donslo en 1817, ainsi que des procès de Donslo contre le baron Roger, qui a fait en son temps énormément de bruit. Hein. Donc si vous voulez beaucoup plus de détails sur les fameux procès, je vous conseille de lire l'histoire nocéenne et en particulier la page 181 de cet ouvrage, parce que vous aurez vraiment toutes les explications de ce procès qui a eu lieu entre le baron Roger et Donslo. Alors donc, Donslo, une fois rentré des Antilles, il possède l'ensemble du domaine hospitalier. Attention, je vous montre les limites du domaine. Vous commencez à Neuilly-sur-Marne. Vous avez l'ensemble de ce qu'on appelle la Haute-Île. Vous allez jusqu'à la pointe du Gournay. Vous remontez jusqu'au Salon-de-Meaux. Et vous avez encore des quantités de terre sur Villemomble et sur Gagny. Cela fait plus de 600 hectares. Et il le fait bien sûr exploiter par tous ses ouvriers agricoles. Et son neveu, Guillaume Potier, était le régisseur. Et avec l'argent que lui donnait Donslo, il a acheté tous les ouvrages sur Pékin. Donc ça aussi, nous en avons beaucoup parlé dans notre ouvrage Guillaume Potier, hein, que Patrice vous parlera tout à l'heure. Elle vous expliquera un peu plus en détail, hein, si vous avez des questions. Voilà. Donc maintenant, tous ces ouvrages de Guillaume Potier se trouvent au Langso à Paris. Voilà. Donc finalement, les terres ont été vendues par les héritiers de Donslo. Et en 1863, le domaine de Villévrard est racheté par le département de la Seine. Et les baux continuent à partir de 1804. Alors, les baux continuent. D'accord ? Vous pouvez montrer. Donc le domaine de Villévrard pour l'asile, c'est au sud de la route nationale. C'est au sud de la route nationale, donc au niveau des actes d'état civil, c'est les numéros pairs de la rue de Paris, puisque bon, on a l'habitude d'appeler ça avenue Jean Jaurès, n'est-ce pas? Numéro pair, numéro impair, mais à cette époque-là, c'est 168, enfin quand on a fait les numéros, c'était 168 rue de Paris. C'était 168 rue de Paris, et de l'autre côté, la rue de Paris s'arrêtait au 143. Le 143, c'était avant la rivière Saint-Baudile. Et Villévrard et Maison Blanche n'est arrivé qu'à partir de 1900. Et avant, le domaine était exclusivement culture et rendez-vous de chasse. Mais par contre, en 1895, on fait une grosse constatation, c'est que Villévrard ne suffit plus. Voilà, donc là, malgré les nombreux impressionnants d'essais, malheureusement, Villévrard ne suffit plus, donc il va falloir créer autre chose. Et c'est simplement le chemin de Villévrard à Maison Blanche
qui n'est plus d'actualité aujourd'hui d'ailleurs, que nous avons qui a été baptisée Maison Blanche. Voilà. Et en plus, c'est un nom féminin, et c'est celui-ci qui est retenu. Voilà. Donc dans le livre du centenaire, vous avez tous les détails de cette histoire sur la rue de la Maison Blanche, pourquoi ça a été choisi, etc. Avec, voilà. Et donc à l'origine, dans le livre du centenaire, vous voyez qu'à l'origine, le 5e asile devait être mixte, hommes et femmes. Et il devait y avoir 700 femmes et 500 hommes alcooliques. Voilà. Et puis, au bout d'un certain temps, on a fait des statistiques. On s'est aperçu que les alcooliques mouraient à une vitesse suffisante pour permettre d'avoir 500 nouveaux alcooliques tous les ans. Hélas, et ils partaient à la fosse commune du cimetière de Neuilly-sur-Marne très très rapidement. C'est malheureux à dire, mais l'espérance de vie à Villévraz n'était pas très grande. Donc on a dit, il faut beaucoup de femmes, et donc on a dit, allez, 1200 femmes, 1200 femmes à l'origine. Alors, ce sont des femmes particulières qui sont alcooliques, hystériques, épileptiques, paisibles aussi, quand même, semi-paisibles, alors là je vous laisse rêver là-dessus, semi-agitées, bah oui, si elles sont semi-paisibles, elles peuvent être aussi semi-agitées, gâteuses, maniaque, l'hypémaniaque. Alors l'hypémaniaque, c'est notre actuel bipolaire. Aujourd'hui, on dirait bipolaire. Donc Maison Blanche a été construite pour assainir la capitale, car c'était à l'époque la ville des Lumières. Donc toutes ces femmes font honte à la capitale, donc il fallait les mettre à l'abri derrière les murs. Donc ça a été construit exprès pour ça, pour cacher ce genre de femmes. En 1900, la ville de Paris procède à 2 grosses inaugurations. Le métro qu'ils attendaient depuis 40 ans et bien sûr l'exposition universelle. Donc il fallait vraiment que ces femmes ne soient pas là pour ce genre de belles inaugurations. Ça aurait fait tâche dans notre belle capitale de l'époque. Alors, il y a aussi les prostituées. Les prostituées sont envoyées pour des questions d'hygiène aussi à Maison Blanche. Elles ont un quartier un peu spécial dans Maison Blanche. Parce qu'avant, elles étaient à l'hôpital, à l'ancien hôpital qu'on appelle aujourd'hui Saint-Antoine, qui n'était pas l'hôpital de Saint-Antoine à l'époque, mais ça s'appelait la maison de redressement des prostituées, et ça a été créé par Foulque de Neuilly. Voilà. Donc, tous ces détails se trouvent bien sûr dans tous nos ouvrages. Mais voilà, c'était pour vous faire une petite allusion à Foulque de Neuilly, qui a créé un endroit spécial pour ces femmes. Donc, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons des exemples de baux à 9 ans, toujours signés par le général Donzelot et passés devant le notaire de Neuilly-sur-Marne. Tous les propriétaires de Neuilly-sur-Marne dans la section 8, je vais montrer... Section B, pardon. B, pardon, excusez-moi. Donc Neuilly-sur-Marne, au niveau cadastral, je vous parle autant où Neuilly-Plaisance n'existait pas. Donc la section A, c'était le plateau d'Avron. La section A, c'était le plateau d'Avron, les vignobles du plateau d'Avron, avec à peu près une trentaine d'appellations, plus ou moins contrôlées, mais rassurez-vous, aucun n'était buvable. Donc section A, c'est le plateau d'Avron. Section B, c'est entre la rue de Gagny et la rue de Paris, c'est-à-dire la rue Camille Tomou et la Grande Nationale. Vous voyez, c'est ça la section B. Section C, c'est au sud de la Nationale, entre Villévraz et le village. Et section D, c'est entre, actuellement, la Malle-Tournée, ce qu'on appelait à cette époque-là les Javots. La Malle-Tournée apparaît en 1840, et le village. Et dans cette section, il n'y a pratiquement que des marécages. C'est les terres les moins bonnes pour la construction, pour le cadastre. Vous voyez, c'est celle qui rapporte le moins d'impôts. Donc on commence par A, c'est les vignobles. B, c'est là où vous êtes. C, c'est Villévraz. Et D, c'est les marécages entre Neuilly-sur-Marne. Voilà, A, B, C, D. Donc pour tout ce qui est section B, vous disiez, Anne? Donc tout ce qui est section B, tous les propriétaires de Neuilly-sur-Marne ont des héritiers du général de Gaulle, du général Donzelot, pardon, excusez-moi, ça m'a échappé, du général Donzelot dans leur acte de propriété. Vous pourrez, si vous habitez dans ce coin-là, regarder vos actes de propriété et vous verrez qu'il y a tous les noms des héritiers. 4 héritiers. Voilà.
Tous les notaires commencent systématiquement par Mademoiselle Drouard, Madame Mère née Drouard, Monsieur Guillaume Poutier, le professeur de chinois, et le général de Ricard, sur lequel nous sommes en train de travailler. Et tous les actes de propriété de la section B commencent ainsi. Vous habitez tous sur les terres du général. C'est un peu pour ça que nos amis d'Histoire et Mémoire de Maison Blanche nous ont invités pour représenter les anciens propriétaires du lieu, mais propriétaires simplement de la terre qu'ils faisaient exploiter. Donc voilà, on a fait une petite introduction. Maintenant, si vous avez des questions bien précises, amusantes ou autres, Monsieur Cauderlier se fera un plaisir d'y répondre, et moi aussi, si je peux. Voilà, merci pour votre attention. Et voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. La vue aérienne, c'est la vue de... on vous a apporté ce panneau parce que il y a les deux vues. Et bien ça, aussi stupéfiant que ça peut vous apparaître, c'est le village de Neuilly-sur-Marne avant sa démolition. C'est la seule chose que vous pouvez retrouver, c'est l'église de Neuilly. Oui. La seule chose, c'est l'église, la seule chose qui reste. Tout le reste a été démoli à partir de 1960, de 1975. Ça, c'est le village, évidemment. Il y a la photo, on l'a datée 1950, mais en regardant bien, on s'aperçoit qu'il y a un feu de signalisation ici. Donc s'il y a un feu de signalisation, il y en a un autre là, un autre ici et un quatrième. Ça a été et l'apparition des feux rouges à Neuilly-sur-Marne date de 1956. Et avant, il y avait au-dessus du carrefour de la Résistance, le fameux carrefour que vous mettez 7 ou 8 cycles de feux rouges à passer tous les matins. Bon, ce fameux carrefour, il était là, et il y avait au-dessus, suspendu au-dessus du carrefour, un feu avec les quatre destinations. Il n'y avait pas 4 poteaux, il y avait un feu avec les quatre angles, vous voyez, pour passer. Mais évidemment, il passait une voiture. Deux voitures entre chaque autobus, vous voyez. Et il passait un autobus tous les quarts d'heure. Et entre ça, il passait 2 voitures. C'était un autre temps, on l'a connu. On s'est dit qu'on ne fait plus, on n'est plus dans les normes. Voilà, donc, et ça c'est un souvenir. Donc ça c'est une carte qui date d'après, elle est encore marquée en toise, et les premières séries de fortifications autour de Paris sont faites. Les forts ne sont pas encore construits, donc c'est entre 1810 et 1830. Donc vous voyez les villages, Nogent-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Gagny, Villemomble, Noisy-le-Sec, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, des tout petits villages de 600, 800 habitants, et entre absolument rien. Et ça suffisait à peine pour nourrir la population. Ça suffisait à peine. C'est à partir de 1825 que l'on voit dans la section A de Neuilly-sur-Marne des vignes qui sont arrachées parce que le vin était tellement mauvais qu'il ne trouvait plus d'acquéreurs, et c'est transformé en légumes, en asperges par exemple, et c'est à partir de ce moment-là que les habitants de Neuilly-sur-Marne vont vendre aux Halles de Paris leurs propriétés. Mais tous les terrains dont Anne vous a parlé, toutes les cultures dont Anne vous a parlé, servaient à peine à l'alimentation des habitants de Neuilly-sur-Marne. À cette époque-là, y avait-il des relations fluviales entre les villes du coup bord de Marne, donc Brie, Nogent et Neuilly? Écoutez, le premier bateau à vapeur est arrivé dans les années 1877. Voilà. Le premier bateau à vapeur, et évidemment, il a disparu dès l'arrivée du tramway, en 1887. On a eu, je crois, 6 ou 7 ans de bateaux à voyageurs sur la Marne. On a même essayé de faire un bateau à voyageurs qui aurait passé l'Écluse et qui serait allé à Chelles. Mais ça, c'était pas rentable. Évidemment, c'était beaucoup plus rapide que la voiture à chevaux. Dès l'instant que le bateau pouvait être à vapeur, évidemment. Oui. Ça, c'est une très bonne question. Parce que sur cette carte,
vous apercevez un cours de Marne à peu près rectiligne, et si vous avez de bons yeux, vous pouvez quand même voir l'île d'Amour à Nogent-sur-Marne. Oui, bon. Mais si vous regardez, elle est ici, oui, elle est ici, vous voyez à peine, voilà. Vous avez encore une île, oui, vous en avez encore une, et vous voyez ce que l'on appelait autrefois la Haute-Île, ce qui n'est pas du tout la Haute-Île de nos jours. La Haute-Île, c'était en face du village de Neuilly-sur-Marne. Et le petit bras du village de Neuilly, le petit bras est à peine comblé. Vous voyez, il est à peine comblé. En 1840, il sera entièrement comblé et ça posera des problèmes de santé, choléra, fièvre jaune, tout ce que vous pouvez imaginer par les eaux stagnantes. Vous voyez. Donc, si vous regardez par contre les cartes d'avant la Révolution, vous voyez une dizaine d'îles entre Neuilly-sur-Marne et le Perru. Vous voyez une dizaine d'îles. Alors on se pose, elles ne sont certainement pas là pour la décoration du cartographe, elles sont là certainement pour gêner les navigateurs. Et on a pensé, mais et plus on cherche, plus on a des questions. On a pensé que c'est à partir de 1750 que l'on a créé sur la Marne un système de navigation pour les troncs d'arbres abattus dans les forêts côté de Lagny, vous voyez, de manière à permettre aux Parisiens de se chauffer et d'avoir du bois. Et d'avoir du bois pour leur cuisine, puisque à cette époque-là, tout se faisait évidemment au bois. Donc on a pensé que c'est à ce moment-là que le cours de la Marne a été un peu rectifié et que les îles ont plus ou moins disparu. Voilà, on peut penser ça. Et c'est un fait qu'il y a beaucoup moins d'îles sur cette carte qu'il y en a sur les cartes du siècle précédent. En tout cas, votre question est fort pertinente. Le service de bateau voyageurs, c'est 1877. Voilà. Comment on fait disparaître une île? Si vous avez la moindre idée, comment on fait disparaître une île? Comment on fait disparaître une île? Écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Vous voyez, vous avez, je vais vous répondre par un texte du XIIe siècle, où l'on dit que 5 jours par an, les habitants de Neuilly-sur-Marne, je ne parle pas évidemment des gens comme des dames, mais enfin des messieurs qui sont bien solides, ils ont une corvée d'écluse. Que signifie corvée d'écluse? Avant que Léonard de Vinci ait inventé le canal, je vous le demande. Que signifie écluse? Donc, vous allez dans un dictionnaire de latin médiéval et vous voyez le mot écluse qui signifie rocher à l'intérieur d'une rivière de manière à détourner le cours de la rivière vers un moulin. Voilà. Donc ces îles c'est forcément des îles artificielles que l'on a fait pour installer un moulin pour la boulangerie, puisque à ces époques-là, vous savez que les moines, c'était eux qui avaient le monopole, les moines exploitaient des moulins sur les bords de la Marne. Donc on peut penser que ces îles ont été c'est des amas de pierre, et évidemment, quand vous avez un train de bois, vous ne pouvez pas passer dessus. Donc, c'est pour ça que les îles ont certainement disparu comme elles ont été créées. Donc c'est le sens du mot écluse. Là, je vous renverrai au bulletin numéro 15 de l'association où nous avons commenté ce texte latin de 1300. Voilà. Donc les cours d'eau sont comblés en fait de roches. C'est-à-dire que le cours de la Marne que vous avez là, c'est un cours récent. Dans la préhistoire, la Marne passait beaucoup plus au nord. Oui, passait beaucoup plus au nord. Donc la Marne s'est frayé un chemin. Et évidemment, pourquoi a-t-on créé le canal? À partir de 1850? C'est parce qu'on ne pouvait pas faire passer des bateaux à fond plat de plus de 150 tonnes. Donc on a créé le canal pour la déviation entre Noisy-le-Grand et Vert. Oui, entre Noisy-le-Grand et Vert, vous ne pouvez y aller vraiment qu'avec des kayaks, avec des petits bateaux, mais vous ne pouvez pas faire passer une grosse péniche. Et donc, le cours de la Marne est très très récent, du point de vue historique, en se plaçant à l'ère quaternaire. Une autre. Les fameuses vignes dont vous parliez, Oui. Même si c'était pas formidable à l'époque, est-ce que les conséquences de cette agriculture-là, est-ce qu'il y a une trace aujourd'hui quelconque de ça? Dans les îles? Non, je parle quand ces fameuses termes qui ont été
utilisé pour ça. Pour l'instant, je ne suis pas. Je vous avoue, je voudrais très humblement que je suis membre de beaucoup de sociétés, mais je ne suis pas membre du groupement agricole de la du syndicat agricole de la Seine-Saint-Denis. Donc il y a quelqu'un qui, en ayant été secrétaire général de la Confédération paysanne de Seine-Saint-Denis, je vous dis son nom, je ne vous dirai pas son nom parce que j'ai pas envie de me brouiller avec lui, est devenu, grâce à ce titre, professeur d'économie politique à l'université de Paris 8. Voilà. Donc c'est certainement lui qui est compétent sur le syndicat agricole aujourd'hui. Voilà. C'est certainement lui qui est compétent, puisqu'il paraît qu'il y a un syndicat agricole dans le 93. Donc allez voir, ils vous donneront les réponses. Voilà. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Villévrard, jusqu'en 1990, a vécu sur ses récoltes. Le pain était fabriqué sur place, les cochons étaient abattus sur place, les bœufs faisaient les souliers des malades, tout était fait, tout était jusqu'en 1990. La ferme a fonctionné jusqu'en 1990. Je dis bien 1900, pas 1800. Hein. Je dis bien, donc tout, évidemment, à Villévrard, à Maison-Blanche, il n'était pas question de faire travailler les malades aux travaux des champs. Vous comprenez, donc c'était de l'autre côté que, puisque ce que vous appelez la Haute-Île maintenant, le parc de la Haute-Île, ce n'était que des pâturages. C'était que des pâturages, et il y avait des centaines et des centaines de vaches, des 500, 600 cochons, et évidemment le quotidien des malades de Villévrard et des infirmiers, des infirmières et des médecins, c'était exclusivement du cochon tous les jours, sauf le vendredi où c'était de la morue. Mais sans ça, l'année prochaine, notre prochain bulletin, ça sera le menu des pensionnaires, le menu des pensionnaires évidemment avec un peu d'amélioration, le menu des infirmiers, des infirmières, et donc les hommes ont droit à temps, les femmes ont 25% de moins, et comme on est dimanche, tout le monde a droit à un verre de vin, mais les hommes, excusez-moi, les hommes sont en minorité ici, donc vous pouvez nous huer. Je pense que les messieurs nous donneront d'accord. À la fin du repas, les hommes avaient droit à un petit verre de cognac. Mais pas les dames. Comment s'appelait anciennement, avant pour le parc de la Haute-Île, il s'appelait comment avant? Alors avant, disons qu'il y a une dizaine de lieux-dits. Ah oui. Le plus important, c'est le bois d'Izanne, D-I-S-A-2-N-E, mais il peut y avoir aussi la Blanche Chemise, il peut y avoir aussi les mares de Villévrard. Il y a une dizaine de noms, excusez-moi, je ne les sais pas par cœur, mais ils figurent dans notre livre jaune, où on a, je crois, recensé peut-être 300 lieux-dits sur le territoire de Neuilly-sur-Marne. Ah oui. Voilà. Donc ils figurent sur le livre. Je vous répondrai avec le livre. Je vous répondrai avec le livre. Vous avez la blanche. Le bois de tisane, la blanche chemise, le gore, et le fossé du gore, et le fossé du gore. Vous allez voir, il y en a beaucoup plus, parce que ça c'était la carte, et donc, note de catastrophe Boyard, B simple utile, là on est au C, vous voyez, on est au C, la utile, donc là, 51, 52, 53. Les tournelles, le pont de la forêt, la grande noue, le grand marécage, le bois d'Izanne ou le bas pays, la blanche chemise, le fossé du Goré. Le fossé du Goré, c'est une camping virtuelle. Ah, d'accord. C'est une camping virtuelle. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, vous voyez, voilà sur ce petit. Tout le nom, voilà, tous les lieux-dits, tous les lieux-dits mis sur Marne. Voilà, on avait dit 200, mais on a compté 150. 150, On a compté 150. Voilà. Donc on ne peut pas se les rappeler par cœur, mais voilà. Donc sur Épideur, on va y avoir déjà peut-être 1, 2, 3, et puis... Évidemment, évidemment, vous habitez sur l'Épideur. Oui, Épideur, quartier Épideur. Il y a les groseilles, voilà. Il y a les L'Épideur, c'est
Voilà, donc la fosse aux prêtres, le chemin de Cagny, le champ perdu, les faucherets, la grande pièce, le petit. Des noms assez particuliers quand même. Tous ceux-là, vous êtes sur les Voilà, vous êtes sur Épidore. donc si vous prenez la carte, bon, ben, vous n'avez qu'un point de vous n'avez qu'un point de c'est quadrillé, oui. Donc dès que vous trouvez G14 par exemple, vous savez que vous êtes chez vous. Voilà. Justement, je vais repérer G14. Voilà, donc F14, le Mont-Gardet, vous voyez, F14, le Mont-Gardet, D14, je vais chercher un petit 14, la pierre au lard, c'est plus bas, c'est 15. Voilà, je vais chercher. J'ai un fût à la maison pour que C14, prêtre. du temple, la sablière, le temple toujours, F14, G14, voilà, G14, les groseilliers, voilà. Vous voyez, les groseilliers ou les groisiers. D'accord. D'accord. D14, la marfauvette, c'est un peu plus fort. GH14. On va regarder sur la carte. Bien sûr. G14. Ouais, attendez, le centre-ville est Le centre-ville est ici. Moi, je suis vraiment très GH. Je suis très proche de la place du croisement des deux nationales. D'accord. Donc là, vous êtes... Le croisement, il est là. Hein. D'accord, oui, le croisement est là. Mais moi, je suis juste là. Hein. Je suis dans ce carré-là, en fait. Donc là, vous êtes sur... Je suis J13. Donc si vous êtes J13, là, vous êtes sur le territoire du château de Neuilly. Oui. Là, vous êtes carrément sur le territoire du château. Voilà. Vous êtes dans les terres du château. Vous êtes là. Voilà ce qu'on disait hier. Voilà, vous êtes donc, oui, donc si on est là, on est hors lieu dit. Vous êtes dans le château. Vous êtes dans le château. Voilà. Vous êtes hors hameau. C'est mieux quand même. Hein. C'est mieux. C'est quand même mieux. J'ai récupéré le puits du château, on va dire. Voilà, c'est ça. J'avais confondu l'épidore puis le lotissement qui est au-dessus de vous. Ah non, rien à voir. Il y en a bien Je suis dans le château. Excusez-moi. J'avais confondu avec l'autre, le lotissement, le dernier lotissement avant le cimetière. Voilà. Merci pour ce temps. Je vous en prie. D'autres questions? On a juste raté le début, je ne sais pas s'il y avait des choses bien loupées. Le début, c'est un commentaire de la carte. D'accord. Donc vous allez approcher, puis voir la carte. Bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc la conférence est enregistrée.